Bonjour. Ah, je pense pas que vous m'entendez. Quand on dit bonjour, on répond bonjour. Ok, on va recommencer. Bonjour. Ah, enchantée, enchantée, ravie d'être là. C'est un honneur de participer à ADTA cette année. Merci pour l'invitation. Wassila Gaïta Mohamedou. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi de modérer ce panel avec des leaders illustres que j'ai hâte de vous présenter. Mais avant de les appeler, je voudrais mettre un peu en contexte le cadre de cette conversation. De nos jours, l'IA et l'innovation numérique, ce n'est pas une option. Ce ne sont pas des options. Ça détermine comment les États transforment les citoyens, comment ils servent leurs citoyens, comment les compagnies créent leurs valeurs et aussi comment les universités forment les talents de demain. Alors, pour réussir dans ce domaine, il y a besoin de collaboration entre ces trois partenaires. Et donc, le panel qu'on a ce matin est une discussion avec des représentants du gouvernement, des représentants du secteur privé et aussi de l'académie. Et donc, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir présenter ces leaders et d'avoir cette conversation. Alors, il y en a 4 qui vont nous joindre sur place et 1 à distance. Alors, je vais commencer avec Madame la ministre Hadja Ouattara du Burkina Faso. Merci de l'introduire. Elle est ancienne ministre de l'économie numérique et de la Poste. Et va partager avec nous son retour d'expérience par rapport à comment introduire l'IA dans tout un pays et aider la réglementation nécessaire pour le succès de cette adoption. En deuxième, je vais appeler Dr Ikram Chaheri de UM6P à Benguérir. Elle représentera sur notre table ronde le domaine académique, le domaine de la recherche, mais aussi a une expérience immense par rapport à ses collaborations privées académiques, publiques académiques. Et vraiment, merci d'être venu pour nous rejoindre ce panel. Et le prochain intervenant est M. Isaac Bayo. Merci, merci, merci. De Future Afrique. De Guindé 2000, mais aussi de tout l'impact que son organisation a, non seulement au Sénégal, mais avec différents pays autour de l'Afrique. Merci, merci, merci. OK. Alors, on va commencer avec des introductions brèves, juste pour que cette audience ait l'opportunité de comprendre un peu plus votre perspective au niveau de l'IA et avant de commencer avec une série de questions. Bonjour, Freddy. OK, on commence avec... Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, pour s'assurer que tout se passe bien. On commence avec vous, Madame la Première. Merci, Yasmine. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Mamadou Diallo et tout le comité d'organisation pour l'invitation. Je suis Adja Sanon, précédemment ministre de l'économie numérique et de la Poste de mon pays, le Burkina Faso. Et adopter l'IA dans un pays où tout est prioritaire demande de la méthode. Et c'est ce que nous allons partager. En tout cas, je suis très ravie d'être à ce rendez-vous du donner, du recevoir.
et je suis ravie de contribuer à un thème aussi essentiel. Je suis en train de finaliser un doctorat en informatique, pas sur l'IA, mais un thème en lien avec l'IA, je dirais la cousine de l'IA, à savoir la technologie blockchain. En tout cas, ravi d'être à Rabat. Merci, merci, merci. Monsieur Freddy, vous êtes le prochain à vous présenter. Donnez-nous un peu une perspective, votre perspective sur le sujet et on continuera avec le panel qui est sur place. Je ne suis pas sûre qu'il m'entende. On va pivoter très rapidement. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Ikram Chairi, professeur au sein de l'UM6P, Université Mohamed VI Polytechnique. Je viens ce matin de Bengueri. Je travaille au sein du College of Computing, qui est l'équivalent du labo et de l'institut qui fait tout ce qui est en relation avec Computer Science et Applied Mathematics. J'étais parmi les gens qui ont cru à l'IA dès le début, parce que jeune, dans mon étude comme ingénieur en statistique, j'ai compris qu'il y a quelque chose, des modèles qui permettent aux machines d'apprendre, et j'étais fascinée. Donc j'ai commencé ma carrière sur ça, pour voir que c'était pas de la science-fiction, que c'était des maths et c'était des modèles, et j'y suis tombée amoureuse. Aujourd'hui, je fais la recherche sur la question qui m'intrigue le plus, c'est comment je peux quand même développer une intelligence artificielle quand la data ne le permet pas. Parce que l'IA, tout le monde sait qu'elle est très gourmande en termes de data, et tout le monde a parlé de data, on le sait très bien. Mais là, quand vous avez des données qui sont biaisées ou sous-représentées ou elles n'est pas en bonne qualité, comment quand même on peut développer des modèles qui seront capables de développer cette intelligence artificielle. Et j'aime beaucoup appliquer ça sur différents domaines, comme l'agriculture ou la médecine ou d'autres domaines pour le continent. Merci pour cette introduction. On reviendra sur ce sujet. Bonjour à tous. Honoré d'être là. Je suis Isaac Bayo, ingénieur agronome de formation. J'aime me présenter comme une capsule de l'Afrique, parce que mon background, mon ingénieur agronome, j'ai exercé 2 ans. Je me suis rendu compte que c'était trop difficile, l'agriculture. Donc, je suis allé vers quelque chose de plus facile. J'ai fait un doctorat en sciences de données et en computer science aux États-Unis. Revenu en Afrique en 2019. Et en 2019, quand on crée une boîte, on l'appelle Future Afrique Intelligence Artificielle. Déjà en 2019, donc on est qualifié de rêveur, de tous les mots qui vont avec. Et aujourd'hui, on a eu raison d'avoir eu raison trop tôt. Ma boîte Future Afrique Intelligence Artificielle accompagne les entreprises privées, l'administration publique, dans des stratégies d'IA, les feuilles de route et l'implémentation. On a aussi un centre de formation en IA et on a aussi une équipe qui fait du développement. Nous avons élaboré la stratégie nationale de l'IA pour la Côte d'Ivoire qui a été rendue publique en 2019. Nous accompagnons la Banque mondiale, le PNUD, sur la mise en place de hub IA et de centres de formation spécifiques dans la technologie et l'IA. Voilà, un peu encore honoré d'être là. Merci. Ravi, merci. Ndiaye? Oui, merci. Donc, je remercie les organisateurs, notamment mon ami Mohamed et le Royaume du Maroc pour l'hospitalité. Alors, moi, je suis dans le domaine de la transformation digitale depuis une vingtaine d'années au Sénégal. Donc, tout ce qui est procédure de guichet unique, de digitalisation des formalités publiques, on l'a fait au Sénégal, on l'a fait au Kenya et d'ailleurs, on l'a fait également au Burkina Faso avec le système Sylvie. Et l'intelligence artificielle, nous aurons l'occasion d'échanger dessus, mais je prends juste 2 repères. Ce qui fait sa force, c'est que d'abord, pendant la crise Covid, on ne s'en est pas rendu compte, mais on a tous diminué nos niveaux d'exigence. Pendant 2 ans, il y avait une priorité, c'était la vie, et le reste était secondaire. Du coup, l'IA est venue avec des imperfections s'imposer parce que nous étions moins exigeants.
Le deuxième facteur important à retenir, c'est que lorsque ce qu'on appelait les OTT, donc comme les WhatsApp sont arrivés, les opérateurs télécoms ont freiné des quatre fers que ça ne prospère pas. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, c'est dire qu'on ne pourra jamais arrêter l'IA avec des régulations. Il faut être capable de suivre. Et l'enjeu, le véritable enjeu, c'est un enjeu de vitesse de transformation. Merci, merci beaucoup. Monsieur Pinda, Oui, votre introduction, s'il vous plaît. absolument. Allez-y. Oui, Monsieur Freddy. Oui, merci pour la parole. Monsieur Freddy Pinda, je suis ingénieur télécom de formation et actuellement je suis conseiller principal de la première ministre de la République démocratique du Congo. Je m'occupe de l'innovation technologique et de l'entrepreneuriat numérique. L'intelligence artificielle en RDC est vue comme un outil, puissant outil de décision pour optimiser les différents domaines de politique publique. Merci. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec une série de questions pour chaque intervenant, vraiment pour couvrir le secteur public, le secteur privé et l'académie. Hadja Ouattara, je vais commencer avec vous, parce que vous avez une carrière illustre au Burkina Faso et vous venez avec beaucoup d'expérience. Donc, je vais vous demander un peu de faire un retour de cette expérience pour partager avec nous quels sont les critères structurels ou opérationnels qui sont importants pour cette collaboration entre l'État, le secteur privé et les institutions académiques. Merci Yasmine. Comme j'ai dit tout à l'heure, adopter l'IA dans un pays en voie de développement, dans un pays où tout est prioritaire, est un grand challenge et ça demande de la méthode. Alors, ce qui est primordial, à mon avis, c'est d'arriver à définir une vision nationale, une vision que toutes les entités se reconnaissent dedans, aussi bien l'État, le secteur public, privé, et la société civile, le monde académique, que tout le monde se reconnaisse dans cette vision. Parce que l'IA, ce n'est pas une affaire de l'État, du secteur privé, ça concerne tout le monde et la vie de tous les jours. Donc, il est important au niveau national de s'accorder sur une même vision. Alors, qu'est-ce qu'on a fait précisément au Burkina Faso? Nous avons décidé d'en faire un thème central d'une activité qu'on appelle la semaine du numérique. Et pendant 4 jours, toutes les parties, toutes les entités se sont réunies et nous avons échangé en long et en large sur l'intelligence artificielle. Et ensuite, nous avons adopté une feuille de route avec plusieurs points, notamment il faut accélérer la construction d'infrastructures. Les pays en développement sont caractérisés par des pays qui n'ont pas suffisamment d'infrastructures numériques. Donc, il fallait accélérer la construction d'infrastructures. Il faut des données de qualité. Il faut mettre à jour les textes réglementaires. Et puis, il faut une base de données d'experts très pointus, capables de porter la politique, la problématique même de l'intelligence artificielle. Et ensuite, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas tout faire en même temps, donc la feuille de route, et nous avons défini un certain nombre de priorités. Et après, on a dit que nous pouvons commencer par un secteur aussi clé que la santé. Et donc, nous avons commencé à interconnecter les centres de santé par la fibre optique, relier les centres de santé au réseau national de l'administration publique et nous avons mis en place une plateforme pour avoir des données de qualité. Parce que qui dit IA dit des données justes, des données de qualité, des données propres. Et nous avons demandé aux praticiens, aux médecins, à l'administration de la santé de saisir systématiquement tout ce qui se passe, les consultations et tout.
Au début, c'était difficile parce qu'ils trouvaient que ça ralentissait leur travail et que la plateforme se plantait. Donc, ils continuaient à renseigner les registres manuels. Et les médecins demandaient aux assistants de saisir plus tard ces données. Et vous savez, les médecins écrivent très souvent de façon très peu lisible. Et donc, les assistants saisissaient les données avec des erreurs. Et c'était comme peine perdue. Alors, avec le ministère de la Santé, ce qu'on a fait, c'est de prendre des textes plus rigides et différencier les saisies dans la plateforme. Donc, il y avait des données que les assistants pouvaient saisir, des données que les infirmiers peuvent saisir, mais des données vraiment, une saisie réservée strictement aux médecins pour pouvoir collecter une qualité importante de données. Alors, quand on dit tout ça, il est important de revenir au modèle multi-acteur. Alors, moi, je crois fermement à ce modèle multi-acteur parce que chaque entité a un rôle spécifique. L'État, bien sûr, dans la formulation politique, mais l'État a besoin d'être alimenté par le secteur privé qui crée la richesse et qui a un retour d'expérience. Quand on prend les experts les plus pointus en IA et d'autres technologies, très souvent, ce n'est pas dans l'administration qu'on trouve ces experts, mais dans le secteur privé. Donc, il est important que l'État soit alimenté par des données réelles, par un retour d'expérience et aussi que le monde académique soit vraiment en phase avec l'État pour la mise à disposition d'experts de qualité pour porter la politique du gouvernement. Donc, ce modèle multi-acteur doit réellement fonctionner comme les deux bras d'un même corps pour avoir un corps propre, un corps en bon état. Donc, je crois fermement à ce modèle multi-acteur, mais mieux, je pense que l'adoption de l'IA, nous devons voir l'adoption au niveau régional, pas au niveau pays, parce qu'il y a tellement de challenges dans nos pays. Il y a l'autosuffisance alimentaire à atteindre, il y a le challenge pour l'accès à l'eau potable, le challenge pour l'accès à la santé, pour l'accès à l'énergie. Il y a tellement de challenges et à la fin de la journée, il n'y a pas énormément de budget consacré aux infrastructures numériques, consacré à l'intelligence artificielle. Donc, nous peinons à jouer un rôle important dans l'utilisation, le développement de l'intelligence artificielle. Donc moi, je vois plutôt une perspective régionale où les pays se spécialisent et les pays ne font pas la même chose. Et on utilise l'expertise au niveau africain, l'expertise pointue au niveau africain. On s'accorde à mettre en place, en tout cas, une base de données d'experts capables de porter cette politique au niveau régional que de continuer à avoir cette perspective au niveau national. J'apprécie vraiment les détails que vous avez partagés avec nous. Je vais continuer sur ce sujet d'expertise régionale, d'effort régional, en pivotant sur M. Pinda, parce qu'au RDC, vous avez dit, vous avez fait beaucoup de pilotes, surtout dans le domaine de l'éducation, donc qui est vraiment complémentaire au domaine de la santé par rapport à la puissance, par rapport à l'évolution, le développement économique d'un pays. Donc, si vous pouvez nous parler un peu plus de cette initiative, ce qu'il en est et qu'est-ce qui est planifié pour le futur dans le même Merci, madame. En RDC, nous avons pris l'option de faire des pilotes. Donc, le pays est actuellement en train d'élaborer sa stratégie nationale d'intelligence artificielle, mais en parallèle, les différents secteurs montent des pilotes. Et l'éducation nationale est pour nous les secteurs prioritaires et le premier secteur qui a pu faire des pilotes assez probants. Le premier pilote a été la correction des examens, l'équivalent du bac. Et le ministère de l'Éducation nationale a pu sortir les résultats du bac en 5 jours. Or, précédemment, il fallait compter 45 jours pour sortir les résultats. Donc ça a été pour tout le monde un vrai pilote parce que toute la République s'est rendue compte qu'au bout de 5 jours, on pouvait avoir les résultats du bac. Ça a accru d'ailleurs la confiance dans notre manière de faire.
Et on a également le secteur de la santé, qui est un secteur sur lequel l'intelligence artificielle est en train de préparer un pilote important. Il s'agit de créer un centre régional d'intelligence artificielle qui va aider au diagnostic et à la réhabilitation de toutes les maladies neuropsychologiques et robotiques. Donc, dans la pratique, c'est quoi? C'est-à-dire que nous essayons d'utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer à la fois la réhabilitation, par exemple, de nos militaires qui sont blessés au front et toutes les maladies. Donc ça, c'est un pilote important qui est en train d'être monté. Donc, et le dernier point sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est l'optimisation du secteur minier. Sachant que la RDC est un pays minier, donc on s'est rendu compte que l'exploration minière pouvait bénéficier des avancées de l'intelligence artificielle. En parallèle, nous continuons à élaborer notre stratégie nationale. C'est un peu ce que nous faisons en RDC. Merci d'avoir partagé ces détails. Alors, comme vous voyez, chaque pays en fait travaille sur sa stratégie de l'IA, adoption et tout. Un des tissus connectés par rapport à ces initiatives, c'est l'importance des data. Des données, comme vous avez partagé à Hadja Ouattara, il y a un aspect change management qui permet il faut changer les comportements humains afin de pouvoir obtenir les données de bonne qualité. Et donc, je vais transitionner un peu la conversation avec vous, professeur Achaïri, pour comprendre quels sont les enjeux et quelles sont certaines peut-être des solutions que vous avez eu l'opportunité de développer pour aider ces institutions à utiliser les données qui sont hétérogènes et des fois pas forcément de très haute qualité pour pouvoir pousser l'adoption de l'IA dans différents pays. Merci pour cette question parce que j'aime beaucoup parler de la data. Je vais faire mon mieux pour ne pas trop m'étaler sur mon domaine qui me tient à cœur. Alors, ce que je souhaite partager avec vous, justement, c'est une expérience où on a eu l'occasion, justement, d'être confronté à une situation où la data, elle est là, mais on peut qualifier cette data de riche, de bonne qualité, mais elle ne permet pas non plus d'aller un petit peu plus loin. Donc, pour donner un petit peu le contexte, dans un projet, nous avons été sollicités pour créer une plateforme basée sur l'intelligence artificielle et la technologie de Big Data, une plateforme qui permettra de générer des insights sur le marché d'emploi marocain. Ça, c'était un besoin. Comme l'a soulevé Madame la Ministre, c'est un besoin qui nous vient du secteur public. C'est quelque chose de très important qui va permettre d'avoir une vision globale sur l'état du marché d'emploi. Et ça touche plusieurs secteurs en même temps. Ça touche le secteur de la formation supérieure pour être bien à cheval avec ce qui est demandé comme compétences et former des gens pointus sur des postes bien spécifiques selon le besoin du marché de travail. Et pour le ministère de l'Emploi ou l'Observatoire national que nous avons au Maroc, c'était une question d'aider leur quotidien et de générer des rapports et ainsi de suite. Donc, pour répondre à cette question, nous, comme laboratoire de recherche ou comme académiciens, nous avons créé un consortium où un projet aussi complexe que cela demande une sorte de co-construction. C'est-à-dire, autour de la table, on devait trouver autour de nous les chercheurs ou les ingénieurs et le secteur privé et le secteur public afin de tacler, de regarder le problème de plusieurs côtés. Et donc, moi, j'étais le lead sur la partie analytique, c'est data de ce projet. Et j'avais une anecdote, je le disais toujours. Je disais que dans ce projet,
vous pouvez imaginer que nous tous, on est dans un roundabout, on est dans un rond-point, où chacun de vous, il donne sa partie de data. Eh bien, je me trouvais au milieu du roundabout avec cette hétérogénéité de data. Et c'est là où, pour moi, mon esprit chercheur, j'étais très contente parce que c'était très, très difficile. Mais en même temps, concrètement, ça devait aménager un colossal pour harmoniser cette data. Et là, je vais parler de l'harmonisation parce que je crois qu'il ne faut juste parler et dire il faut de la data, il nous faut beaucoup de la data, une bonne qualité de la data. Et là, je reviens à l'intervention de Madame la Ministre, vous allez de donner de qualité et aussi de se reconnaître. Donc, reconnaître la qualité dans une data, ça diffère d'un contexte à un autre. Et du coup, quand on est dans une situation où la data elle est hétérogène, on peut avoir beaucoup de data parce qu'on a scrappé Dieu sait combien de web sites pour avoir une data colossale sur l'état du marché. Mais maintenant, si on veut vraiment extraire de l'information, et surtout quand il s'agit d'indicateurs spécifiques à un ministère bien spécifique, on a autour de la table des gens qui vous parlent de leur quotidien de travail. Donc ça, c'était un cas vraiment concret où nous avions de la data, mais la data n'était pas harmonisée. Elle n'a pas passé par des standards. On avait des référentiels de job, d'intitulés d'emploi, mais qui voulaient rien dire au Maroc. Il y avait chaque pays a une certaine typicité et donc créer un référentiel, et c'est ce qu'on a fait. Donc pour répondre un petit peu à comment on a pu faire face à une situation telle qu'elle est, c'est de créer une sorte de langage commun entre tous ces datas, et c'est ce qu'on a appelé standardisé, harmonisé, mais en fait, c'est créer une sorte de référentiel où on peut mapper une information ici, dans cette base de données, qu'est-ce qu'il veut dire dans cette autre base de données. Et ce n'est qu'après cette opération que ce sera possible de créer du knowledge ou de l'information à partir de la donnée. Parce qu'une donnée qui est là, qui est bonne, qui est grande, colossale, elle ne vaut rien si elle n'est pas bien passer par des filtres qui permettent et de voir la partie de biais et voir la partie de l'hétérogénéité et regarder qu'est-ce qu'il faut traiter afin de trouver à la fin une certaine information. Et je crois que là aussi, c'est l'importance d'avoir autour de la table les utilisateurs finaux qui étaient les gens qui allaient travailler avec la plateforme et d'avoir à côté de nous des gens du secteur privé qui, on ne va pas réinventer la roue, il y a des solutions prêtes, donc on est bien partant à utiliser des solutions qui étaient prêtes. Et il y a la partie académique qui fait la partie recherche pour tailorer et mettre en place en connaissant les modèles et tout ça, pour créer des produits finalement qui sont utilisables et aussi pour offrir de la formation à ces gens qui vont travailler avec l'IA parce que on a parlé de se reconnaître et reconnaître l'IA. Si il n'y a pas une certaine literacy et de faire comprendre finalement à l'utilisateur final que ça, il est là pour vous aider, il n'est pas là pour vous remplacer. C'est vrai que ça va prendre du temps au début, mais après, ça va être facile. Ça va générer des rapports que ça prenait 3 mois dans 1 minute. Donc, ça, c'est un effort d'adaptation que nous, comme académiciens, on a cette casquette de pouvoir former et partager l'information. Merci. Alors, très important, vous avez dit les points. Je vais résumer un peu les 3 premiers points. Alors, au niveau du secteur public, il faut avoir une vision stratégique qui ramène les 3 piliers académiques et publics pour aligner tout le monde dans la même direction. Et après, choisir des domaines spécifiques pour pouvoir créer des solutions que les citoyens peuvent sentir. On a eu l'exemple au niveau de la santé, on a eu des exemples au niveau de l'éducation, mais après tout ça, il faut ces données qui reviennent, elles ne se ressemblent pas. Donc, il est important de les harmoniser en créant un référentiel qui permet d'expliquer d'où la provenance de ces données, le contexte
dans lesquelles ces données sont utilisées afin que les users finaux savent comment l'utiliser. Alors, je vais utiliser ce résumé pour passer au troisième pilier de cette collaboration qui est le secteur privé. Alors, Monsieur Bayo, parlez-nous un peu plus de l'expérience que vous avez eue parce que vous accompagnez les gouvernements de la stratégie à la mise en action. Et nous aimerions bien avoir votre perspective par rapport aux clés essentielles de votre côté du privé pour avoir cette adoption de l'IA, mais aussi cette collaboration efficace. Merci bien, Yasmine. Je veux dire, au niveau du privé, on a un objectif. Quand vous avez une entreprise privée, votre objectif, c'est de vendre. Et c'est rien d'autre. Finalement, vous voulez faire du chiffre, vous voulez vendre. On s'est rendu compte que c'est plus facile de vendre l'IA sans parler d'IA. Vous allez voir une administration publique, vous lui dites, je vais résoudre vos problèmes, vous allez économiser en temps 20% et en argent 40%. La conversation est hyper belle. Et rentrer dans les détails ne se fait pas à ce niveau-là. Il y a un autre point aussi qui est important pour nous. Quand on a lancé la compagnie, tout le monde nous disait, vous voulez faire de l'intelligence artificielle en 2019, il n'y a pas de données en Afrique. On s'est rendu compte que ce n'est pas le cas. Nous avons des données, mais qui ne sont pas dans un format utilisable. J'ai toute l'histoire de ma famille qui daterait de 1300, mais dans la mémoire de quelqu'un qui est encore en vie, qui est là. Je prends au Sénégal, si je veux avoir le Coran en Wolof, j'ai jusqu'à réunir 5 Hafiz. Ils vont me traduire ça, même si je n'ai pas d'écrit, et je l'aurai. Donc nous avons des données. Quand je parle de l'Afrique, je dis bienvenue au royaume des données qui ne sont pas structurées. Elles sont présentes, mais elles ne sont pas structurées. Donc notre premier challenge, c'est prendre conscience que nous avons de la richesse. Nous avons la matière première que nous cherchons. Elle est juste dans un état où on n'est pas habitué. L'Europe est passée de la mémoire au papier, du papier au digital. Et nous, on a raté cette partie du papier. On n'a pas bien pris le tournant. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On va passer de la mémoire au digital directement. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on constitue une base de données ou un data lake qui prend en compte notre considération? Parce qu'au final, ce qu'on veut faire, c'est vendre. Et ça doit rester important à notre niveau. On demande à l'État deux choses. Un cadre réglementaire clair, une gouvernance présentée. Au moins, on connaît les règles du jeu. On ne veut pas se retrouver en train de jouer le match et puis finalement, on ne sait pas si toucher de la main, c'est un penalty ou c'est juste un coup franc. On veut que les règles soient établies. Donc, ces trois éléments-là, les données existent. Il faut les mettre dans un format qu'on peut utiliser. La gouvernance et les règles doivent être claires. Et puis on nous a dit aussi, vous ne trouverez jamais de talent en Afrique. Bon, on leur a dit, l'Afrique, c'est pas nos frontières. L'Afrique, c'est l'esprit qu'on a, c'est la motivation qu'on a, qu'on soit en Amérique, qu'on soit en Europe, qu'on soit ailleurs, qu'on parle d'Afrique, on se ressent. Si je prends le Maroc, par exemple, combien d'ingénieurs marocains hyper talentés vous avez en dehors de vos frontières? Je sais, j'ai vu que vous avez lancé un programme de repatriation pratiquement. Et moi, j'aime appeler ça cahier d'un retour au pays natal du digital. Je suis en train de coter Aimé Césaire là. Mais on a du talent, c'est qui n'est pas sur le continent. Donc, comment on crée un environnement où je peux travailler avec des Africains qui sont à New York, des Africains qui sont à Tokyo, des Africains qui sont à Séoul, sans qu'ils soient sur le continent, mais qu'ils fassent du travail qui profite au continent. Donc, on a réglé le problème des matières premières des données. Le problème de gouvernance, on l'a mis sur place. Quand l'État était un peu lent, on les a poussés pour l'élaboration de la stratégie. Quand ça a pris un peu trop longtemps, on a élaboré la stratégie. Et puis, pour les talents, on a mis en place un cadre où mes plus proches collaborateurs sont ceux qui peuvent m'aider à avancer sans regard de où ils se trouvent sur le continent. Et pour moi, ça, c'est la plus grande victoire. Comprendre que l'Afrique ne se limite pas à ses frontières. Comprendre aussi que nous ne sommes pas pauvres en données. Les données existent. Il nous faut être juste un peu plus intelligents à pouvoir les transférer dans un état où on peut l'utiliser. Et puis, les systèmes qu'on développe, ils sont soit
en français, en anglais. Bon, l'arabe a de la chance d'être coté, mais je prends le cas de la Côte d'Ivoire. 55 à 60% des Ivoiriens parlent faiblement, comprennent très faiblement le français. Je suis sûr que c'est à peu près les mêmes chiffres en RDC, en Sénégal. Donc, on a naturellement exclu 60% de la population de cette avancée-là. Pourquoi? On parle de e-gouvernance et le gouvernement, le rôle de l'État, c'est de produire du service public pour l'ensemble de la population. Donc, comment est-ce qu'on règle ça? Et finalement, on s'est rendu compte que tant qu'on n'aura pas des systèmes qui parlent nos langues, qui comprennent nos langues, comprennent nos cultures et qui répondent directement, on sera toujours en train de faire progresser 40% de la population au détriment de toute la population. Le fossé social qu'on a, on va l'agrandir. Donc, au lieu que l'IA nous rapproche en tant que peuple, nous fasse avancer ensemble, on sera en train de créer des micro-pays dans nos pays. Et ça, socialement, équitablement, c'est pas correct. Comment on règle ça? Future Afrique est en train de lancer. Nous avons lancé la plus grande collecte en Afrique de l'Ouest. On veut collecter, on veut créer la plus grande base de données dans nos langues. On va passer 6 mois à demander à tout le monde de partager des images, des vidéos, des enregistrements qui vont permettre de créer cette base de données. On veut l'ouvrir. Pourquoi on veut le faire? Je suis du secteur privé, je sais pas, je ne cherche pas à faire du social. Mais imaginez une banque, Côte d'Ivoire, vous ne parlez qu'à 40% de la population. Et quand je viens vous dire, je peux multiplier votre part de marché, taille de marché par 2 overnight, ça a du sens pour la banque. Ça a du sens pour l'administration publique. Vous envoyez un médecin, par exemple, de la région du Sud, au nord de la Côte d'Ivoire, il a besoin d'un traducteur. 2 agriculteurs, un du Nord, un du Sud, qui doivent se parler, ont besoin de 2 traducteurs. Tout ça, c'est des opportunity costs qu'on peut anéantir avec l'IA. Donc, on est passé par 2 chemins. Un, comprendre ce qui est disponible. Et puis 3, le problème le plus grand, ce n'est pas un problème technologique, ce n'est pas un problème de talent, c'est un problème de langue. L'IA parle une langue que 60% de nos populations ne parlent pas. Réglons ce problème-là. Quand on l'aura réglé, on pourra avancer. Et moi, c'est quelque chose qui jusqu'à présent, ça me chagrine. Combien d'ingénieurs on a arrêté d'avoir en Afrique de l'Ouest, parce que c'est l'Afrique que je connais le plus, parce qu'ils ne comprennent pas le français. Imaginez que je puisse expliquer la logique, les mathématiques en baoulé, en sénoufo. Combien d'ingénieurs en addition de ce que j'ai maintenant, je pourrais avoir? On n'a pas un problème de talent, on a un problème de structuration de notre système éducatif. Et l'IA, pour moi, est un moyen de rapprocher tout ça, de résoudre tout ça, et puis de nous mettre en place où la taille de marché du pays, ce n'est pas seulement 6 millions, 30 millions d'habitants, mais c'est pratiquement 18 millions. Vendre à 18 millions, c'est différent que vendre à 6 millions. Et c'est ce que nous, on essaie de faire avec Future Afrique, s'assurer que pour le privé, il y a un cadre légal, que les talents se rendent compte que nous avons les talents, c'est juste qu'ils ne sont pas présents, mais avec la technologie, la distance ne se mesure plus en kilomètres, elle se mesure en temps de connexion. Et puis, s'assurer aussi qu'il y a un marché pour ce qui est start-up et tout ce qui est entrepreneur. Au niveau de la gouvernance de l'administration publique, le service public doit bénéficier à l'ensemble des citoyens. Et ça, toutes les constitutions africaines l'ont dans leur intérieur. Mais par la barrière de la langue, on ne respecte pas cette chose-là. Donc avec l'IA, on peut aider les États, on peut aider les pays à remplir leur mission citoyenne, c'est-à-dire s'assurer que le service public touche tout le monde. Il y a beaucoup de personnes en Afrique, dans les zones rurales en Afrique, qui ne vont pas à l'hôpital parce qu'elles auront du mal à s'exprimer. Je n'ai pas envie d'aller traverser les tracasseries, d'avoir à trouver un interprète, rien que pour que j'ai un médicament de mal. Donc voilà un peu la situation dans laquelle se trouve l'Afrique et voilà un peu l'état d'esprit de l'entrepreneuriat en Afrique. On n'est plus dans cette situation où on dit que l'État nous donne ci, que l'État nous donne ça. Tout ce qu'on veut, c'est que les règles soient claires dès le début, qu'on puisse jouer. Je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup de Hakimi en Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout dans le monde. Et c'était ma référence à la CAN.
comme vous n'avez pas saisi. Comme vous ne l'avez pas saisi, la Côte d'Ivoire viendra prendre la coupe ici et puis retournera avec. Ah, ça, vous avez saisi par contre. OK. Donc voilà un peu, on a juste besoin d'un cadre clair. Et si vous nous donnez le cadre clair, on saura s'exprimer. On saura s'assurer que l'Afrique ne se mette à la place qui lui revient. Parce qu'on a la plus grande population, elle est plus jeune, elle est résiliente. Et avec ce cadre clair-là, je peux vous garantir que dans 5-6 ans, on ne parlera pas de 1%, on ne parlera pas de 2%. On attirera vers nous ceux qui viendront vers nous parce que nous saurons être le centre de ce qui a été dit. Merci pour cette intervention. Alors, vous avez abordé un sujet très important qui est l'aspect culturel. Donc oui, on est en train de parler de technologie, mais à la fin de la journée, ça commence par les humains. Et les humains ont besoin de pouvoir se communiquer l'un vers l'autre. Et pour pouvoir faire confiance à cette technologie, ils doivent aussi avoir un esprit, une partie, la transparence entre ce que la technologie est, quelles sont les règles, quelles sont les règles du jeu. Donc je vais continuer cette conversation avec vous, Monsieur Ndiaye, pour avoir votre perspective par rapport à comment est-ce que l'IA peut aider à améliorer la performance des administrations tout en renforçant la transparence et la confiance. Ça, c'est vraiment un thème que chaque intervenant a abordé et je voudrais que vous puissiez partager votre perspective sur le sujet. Merci beaucoup. Je pense que, comme vous l'avez indiqué, et tous les prédécesseurs, l'IA, c'est peut-être pas la continuité de la révolution digitale, c'est une nouvelle révolution. Et c'est important de les distinguer d'ailleurs, parce que ça n'a rien à voir, puisque l'IA a quand même un impact très fort sur la transformation sociétale, sur la transformation même civilisationnelle, et que cela donc est un enjeu important. Lorsqu'on parle de stratégie, IA, des fois, je suis un peu perplexe, parce qu'on base une stratégie sur une technologie, alors qu'une stratégie, elle doit peut-être aller au-delà de ça. Et les contextes sont très différents. Certains pays, ici on a parlé de langue, on a parlé de santé, on a parlé d'éducation. Les enjeux n'étant pas les mêmes, se limiter à avoir une stratégie peut être un danger, parce qu'on l'a vu, on a vu que sur plusieurs sujets, les premiers pays à produire des stratégies sont les derniers pays à en profiter. Parce que ça devient une finalité. La stratégie n'est pas une finalité, ce n'est qu'un instrument pour justement produire de la valeur, et c'est cette valeur-là qui doit être la finalité. Alors, lorsque vous parlez d'une administration performante, en effet, l'IA peut jouer un rôle extraordinaire, puisque c'est une capacité nouvelle pour permettre à des administrations de mieux maîtriser leurs process, mais de mieux maîtriser la relation qu'elles peuvent avoir avec leurs usagers. Avec des travers, j'ai vu le bac au Congo, en DRC automatiquement corrigé par l'IA. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'algorithme qui va favoriser certains... Mais ça reprend ce que je dis au niveau d'exigence. Aujourd'hui, l'approximation est acceptable. Et ça, c'est né d'une culture implicite depuis le Covid où on n'est pas dans le 100%. On est d'accord d'avoir moins que ce qu'il faut. Cette bouteille d'eau, si elle a 1 millimètre de hauteur de moins, on ne s'en plaint pas parce qu'on se dit on est déjà bien heureux de pouvoir la boire. Et donc tout cela nous met dans un contexte où l'Afrique a des enjeux à défendre. On a parlé de données comme si c'était une difficulté. Certes, c'est une difficulté, mais n'oublions pas que les données que nous produisons à travers les réseaux sociaux sont des données comportementales, c'est exponentiel et nous ne les contrôlons pas. Aujourd'hui, les opérateurs GAFAM connaissent mieux nos populations que nos États. Ça, c'est avéré. Et nos États n'ont pas fait d'efforts aujourd'hui pour être capables de maîtriser en fait ces données comportementales. Et quand on dit maîtriser des données comportementales, on accède directement à la manipulation. Et la manipulation, c'est aujourd'hui monnaie courante dans toutes les sociétés parce que justement, l'information, les données, surtout comportementales, sont disponibles. Donc nous avons plusieurs guerres à mener, mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est qu'on ne fait pas des guerres pour les faire, on les fait parce qu'il y a des finalités. C'est quoi les finalités? Il faut d'abord qu'on protège nos sociétés, nos cultures, notre civilisation. Et pour cela, l'IA aujourd'hui peut être quelque chose qui peut nous détourner, quelque chose qui peut justement capturer nos jeunes, les mettre dans un contexte qui n'est pas celui qui est approprié par rapport à la perception que nous en avons.
Deuxième chose, nous devons protéger nos économies. Parce qu'on parle d'IA, les emplois qui naissent, qui disparaissent, on parle des compétences, on parle de tout cela. Mais comment on doit protéger une économie? Et ça, c'est stratégique. Vous pouvez faire une stratégie IA qui va passer en disant il faut former des ingénieurs, il faut. Mais protéger une entreprise qui va disparaître parce que le service qu'elle offre va être obsolète, ça demande une réflexion stratégique. Et comme je le disais dans mon propos introductif, c'est une question de vitesse. Ce n'est plus une question d'avoir la solution, c'est la capacité rapide de pouvoir la mettre en œuvre et l'agilité de pouvoir varier si toutefois un facteur nouveau intervient, et il y aura toujours des facteurs nouveaux. Donc on entre dans un monde de complexité, et dans ce monde de complexité, ceux qui sont les mieux outillés pour en tirer profit, c'est soit les plus forts, qui savent où tout le monde doit aller et finalement tout le monde va là où ils veulent, soit les plus intelligents qui font semblant d'y aller alors qu'ils n'en font rien. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Vous me faites penser à Reda, parce qu'il y a cet espace, il y a le temps n'est pas, le temps est important, la vitesse à laquelle on peut faire ces actions est aussi important que l'action qu'on prend en elle-même. Alors, pour continuer cette conversation, je reviens vers vous, Madame Hadja Ouattara, parce que les décideurs actuels dans les différents pays que nous avons sur le continent sont en face d'un challenge différent. Non seulement parce que la technologie arrive et grandit à une vitesse importante, mais aussi parce que le lien entre les citoyens et les gouvernements et les autres technologies comme les réseaux qui accueillent les données compartimentales dont M. Ndiaye parlait, c'est vraiment une vitesse quantum. Alors, je vais vous demander, est-ce que vous pourrez partager avec nous quels sont les conseils que vous donnerez aux décideurs actuels des différentes organisations afin de pouvoir pousser un travail important? Merci Yasmine. Je pense qu'on l'a abordé plus ou moins. Aujourd'hui, le challenge ne se situe pas au niveau pays, à mon avis. Et on l'a dit, le modèle multi-acteur marche très bien. Donc, nous avons eu la démonstration que le secteur privé est en avant. Et le secteur privé démontre que nous ne sommes même pas en manque de données. Et c'est un problème d'approche. Alors, moi, ce que je conseille, c'est une redynamisation du modèle multi-acteur. Il faut que les acteurs se parlent. Il faut que l'État tienne compte, ou en tout cas s'alimente, s'enrichisse de l'expérience du secteur privé, mais aussi du monde académique, de la société civile. Et pour moi, le vrai challenge, ce n'est pas le développement ni l'adoption de l'IA au niveau pays. Il faut mettre l'adoption de l'IA au niveau global. Parce que, comme j'ai dit, les infrastructures coûtent extrêmement cher et il n'est pas évident de pouvoir atteindre ces objectifs au niveau pays, parce que le challenge est énorme. Je prends un pays en Afrique de l'Ouest, le challenge est énorme, et vis-à-vis d'un président qui est élu pour 5 ans, quand on lui dit qu'il doit combler le déficit en infrastructure de communication dans des pays où l'infrastructure fibre optique manque, il faut ajouter. Quand on dit à un président d'investir beaucoup de milliards dans la fibre optique, dans des clouds, dans des serveurs, et pourtant il sait qu'il doit rendre compte et il doit se faire élire au bout de 5 ans, parce que ce n'est pas des infrastructures visibles comme les hôpitaux, les centres de santé, comme le goudron, comme l'énergie, parce que ça c'est visible. Et ce n'est pas l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas des questions de santé. Donc c'est compliqué, pas parce qu'ils ne voient pas la pertinence, mais comme on dit, ça ne permet pas de battre campagne et de gagner une élection. Comment expliquer à une population 60% presque analphabète
que j'ai investi beaucoup de milliards dans une infrastructure qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable. Donc, je vois plutôt le challenge au niveau régional où les États vont conjuguer les efforts et se spécialiser, que chaque État ne refait pas la même chose, qu'on ne développe pas les mêmes stratégies, les mêmes infrastructures. On peut mutualiser et même l'expertise, on l'a dit, ça existe en Afrique, ça existe hors des frontières de l'Afrique, mais ça reste des Africains. Donc, on peut faire appel à l'expertise de la diaspora et faire en sorte justement que l'Afrique prennent réellement part au développement de l'IA. Donc, je vois cette perspective au niveau régional qu'au niveau national. Oui, ça c'est très important. Et on va continuer justement sur ce sujet avec vous, Freddy, parce que la RDC est en train de décrire sa stratégie de l'IA. Donc, je ne sais pas à quel point c'est complet. Donc, excusez-moi si c'est fini et je suis au courant. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu, quels sont les leviers politiques qui sont les plus urgents pour établir une stratégie nationale qui est en cohérence avec l'Union africaine ou une vision régionale. C'est-à-dire, ce n'est pas juste établir cette stratégie pour le pays, mais aussi établir cette stratégie afin de pouvoir collaborer avec d'autres pays dans des secteurs complémentaires, par exemple. Oui, merci pour la question. Disons que l'Afrique, nous sommes déjà un seul marché économique. Donc, le regard que nous avons, ce ne doit pas être national, c'est un regard continental. Nous avons la chance de pouvoir avoir une stratégie continentale avec 6 priorités. Donc, nous, en RDC, nous considérons la stratégie continentale comme étant un peu la fondation de ce que nous allons faire en RDC. Et cette stratégie continentale vient en rencontre des priorités du pays. En RDC, nous avons essentiellement 4 priorités. C'est l'éducation, la santé, l'agriculture et la formation, la mise à niveau, création d'emplois et formation. Donc pour nous, l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un outil. C'est un outil d'aide à la décision qui nous permet d'aller vite dans ce que nous faisons. Par exemple, dans le cadre de l'éducation nationale, nous avions un problème qui était les diplômes congolais. Nous avions beaucoup de soucis en termes des diplômes congolais. Et aujourd'hui, la ministre de l'Éducation nationale, partant de l'intelligence artificielle, mixée avec la blockchain, permet aujourd'hui de proposer une plateforme de e-diplôme qui lutte contre la fraude dans ce genre de choses. Donc pour nous, c'est de la technologie, c'est des outils qui doivent résoudre des vrais problèmes. Effectivement, l'intelligence artificielle garde toujours une partie de recherche, d'investissement, et c'est bien que ce soit au niveau sous-régional et continental, mais ça reste pour nous un outil qui doit nous aider à résoudre nos problèmes que nous avons, problèmes d'énergie, problèmes de formation, problèmes de santé. Et c'est comme ça que la stratégie qui est en rédaction est une stratégie que j'appelle, moi, stratégie papier. Mais la vraie stratégie, elle sortira des projets pilotes que nous sommes en train de mener. Merci. Alors, votre pilote par rapport au e-diplôme, c'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup de pays sur le continent qui souffrent de ce même souci par rapport à la fraude. Et donc, j'espère que... merci d'avoir partagé cette initiative et j'espère que vous aurez plus de conversations avec d'autres pays pour adopter la même stratégie que vous avez utilisée au RDC. Alors, professeur Chéré, je reviens sur vous parce que dans toutes ces conversations, il y a toujours, d'un point de vue de données, il y a des capacités ou des réformes institutionnelles qui sont nécessaires afin de pouvoir harmoniser ces données et aussi garantir que les résultats soient justes et fiables. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus au-delà du référentiel? Quelles sont ces capacités et réformes institutionnelles dont tout pays, toute région aura besoin pour pouvoir continuer ce travail important? Oui, c'est vrai que
la donnée, les référentiels harmonisés et tout ce que j'ai cité tout à l'heure n'est qu'une première étape dans un chemin qui est très long, qui est de pouvoir adapter une intelligence artificielle pour générer quelque chose pour la société, d'une manière générale. Et du coup, dans ce long chemin, à part le fait, et je rejoins Isaac, le fait que oui, il y a de la donnée, la data, elle est là. Et j'ai signalé combien c'est important de l'harmoniser, que tout le monde parle le même langage. Mais après, il y a la partie humaine, dont tout le monde, nous avons signalé cela. Et quand on parle de capacité, nous parlons aussi de pouvoir accepter et d'adapter cette nouvelle technologie. Nous avons aujourd'hui la chance d'être dans une période où tout le monde commence à s'intéresser, tout le monde s'intéresse à l'IA, tout le monde regarde qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans mon secteur, qu'est-ce que cela peut faire. Personnellement, au niveau de notre labo, on reçoit pas mal d'entreprises, de grandes entreprises qui veulent trouver des solutions à l'aide de l'IA, développer des choses customized et tout ça. Et du coup, je crois que la next step, c'est la formation, mais quand je parle de la formation, je ne parle pas justement typiquement des cursus que nous avons déjà, ingénieur en informatique, bien diplômé, qui s'y connaît très bien et qui va s'insérer dans le secteur privé ou public, où il va créer son entreprise, et tout ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que aujourd'hui, je crois que cette formation et cette capacity building doit commencer à partir du bas âge. Il faut commencer à inculquer cette culture de la sensibilité envers la donnée. C'est quoi la donnée biaisée? Comment faire attention à cela? Depuis le petit âge, il faut penser à intégrer cette culture pour nos enfants. Ça n'a pas vraiment de sens de vivre dans les années où nous sommes aujourd'hui et d'avoir un système éducatif qui ne parle d'intelligence artificielle qu'un individu qui utilise déjà ChatGPT. Donc aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont dans le primaire, qui veulent comprendre des sujets, ils peuvent se tourner vers ChatGPT. Donc il faut que les institutions, en général, inculquent cette culture de pouvoir travailler avec l'IA. C'est quoi l'IA ? Et cela aussi sur le niveau privé. Si on veut utiliser un logiciel ou bien développer quelque chose ou scaler nos formations, notre travail en utilisant l'IA, l'opérateur, aujourd'hui je me trouve avec des industries, on a besoin de expliquer à l'opérateur c'est quoi qu'il voit. Il n'a pas envie qu'un expert vienne lui dire théoriquement c'est quoi l'IA et tout ça. Non, lui il doit voir l'impact. Et une fois les membres de la société sont conscients et ils savent il s'agit de quoi, je crois que automatiquement il y aura ce mouvement autour de ok, on doit tous ensemble construire quelque chose qui fait du sens pour notre continent, qui fait du sens parce que comme il a été signalé, ce n'est plus question de frontières. Aujourd'hui, et surtout dans ce domaine digital, qu'on ne peut pas le voir physiquement, il n'y a pas de limite physique. On collabore déjà avec des partenaires au-delà. Et il s'agit justement de créer l'écosystème qui va ramener toute personne qui a, ne serait-ce qu'un petit peu envie de développer ce continent, à participer. Et je crois que c'est de là que ça doit se développer. Merci beaucoup. Alors, on commence à parler de la sensibilité des données en bas âge. Donc ça, c'est un rôle que tout un chacun, nous faisons tous partie du même village, donc en tant que parents, en tant que tante, en tant que père, c'est important de pouvoir avoir ces conversations avec la prochaine génération. Et je pense que ce que vous apportez aussi dans cette conversation, c'est l'importance
d'humaniser en fait à quoi ça ressemble, afin que quand un président décide d'investir des milliards pour faire un data center qui peut-être va faire déménager ou displace certains villages, que le peuple comprenne que c'est un investissement à long terme et qui ne sera peut-être pas tangible par rapport aux générations présentes, mais qui aura des effets à long terme. Donc, vraiment, merci d'avoir mis cet angle par rapport à la conversation. Monsieur Bayo, je vais continuer avec vous pour vous demander. Alors, vous nous avez vous nous avez donné espoir pour commencer, qu'il y a de la donnée. C'est juste qu'elle n'est pas dans le format et la structure dont on a besoin, mais il y a la technologie pour la rendre dans cette structure. Il y a l'importance d'avoir nos langues représentées dans cette collection de données. Alors, ma question pour vous maintenant, c'est comment est-ce qu'on passe de la collecte des données à une utilisation concrète et intelligente au service de la décision publique? Ce premier pas est très important parce que c'est vraiment la fondation. Mais après, comment est-ce qu'on continue ce travail avec les collaborateurs privés, publics et académiques? Merci bien, Yasmine. Ça me permet de rebondir sur un point. Mon très cher frère Ibrahima va me permettre de revenir sur un point qu'il a élaboré. Il a dit qu'après la Covid, on a accepté moins que la perfection. Et ça, dans le secteur privé, c'est un problème qu'on a. On produit quelque chose qui est basé sur l'IA ou la technologie. On veut, tout ce qui, comme on dit de l'étude, veut 100%. Ils ne veulent pas d'erreur. Donc, on a mis en place un chatbot pour un organisme de l'État qui prenait des requêtes de l'État et tout. Et le taux de traitement était autour de 89%. Sur un échantillon de près de 125 000 appels, le chatbot pourrait régler le problème sans intervention humaine autour de 89%. Ce n'était pas parfait, il voulait 100%. Vous savez ce qu'on a fait? On a financé une étude où on a testé leur propre opérateur. Vous savez, le taux de traitement, c'était quoi de la première fois de l'humain? 58%. Donc, l'un des problèmes qu'on a pour que l'IA aide à la prise de décision, c'est de faire comprendre qu'on tient l'IA à un niveau supérieur à l'humain. On demande plus à l'IA qu'on ne demande à l'humain. Mais on ne doit pas regarder 100%, on doit regarder ce qui est ajouté comme gain de productivité. Donc la ligne de marquage doit changer. Ce n'est pas 100%, mais c'est où on est, c'est quoi le benchmark où on est maintenant et qu'est-ce qu'on gagne à rajouter l'IA. Et là, au niveau du gouvernement, c'était un combat. Leur faire comprendre qu'on n'est pas dans une optique de vous vendre de la perfection. On est en train de vous vendre une amélioration. Le mot important, dans amélioration, vous avez I et puis vous avez A. On ne vend que de l'amélioration. Pour cette amélioration, pour que vous ayez cette amélioration-là, il faut que vous, déjà en tant qu'administration publique, ayez confiance en la chose pour que les citoyens aient confiance en la chose. Mais quand vous avez l'administration publique même qui émet des doutes ou qui émet un threshold qui n'est pas attainable, on peut avoir la meilleure des technologies qui sera à 98%, mais on va utiliser les 2% là pour nous battre. Donc, ça c'est le premier point. C'est changer la ligne de but. C'est pas avoir 100%, mais c'est regarder d'où on vient, pas où on va. Ça c'est le premier point. En matière d'adoption, ça c'est hyper important. Et la transparence aussi est importante. Est-ce que les citoyens ont le droit de savoir quand il interagit avec l'IA? Si je fais une demande de prêt à la banque, que c'est traité automatiquement par l'IA, est-ce que j'ai le droit de savoir en tant que citoyen? Ou est-ce que quand je lis un article dans un journal qui a été rédigé par l'IA, est-ce que j'ai le droit de savoir? Ou quand un ministre fait une présentation basée sur l'IA ou un discours sur l'IA, est-ce que j'ai le droit de savoir? Donc la notion de transparence est hyper importante là-dedans. Et puis il y a un volet aussi qui n'est pas clair pour nous, spécialement en Afrique de l'Ouest. À qui appartiennent les données? Quand je prends des données publiques et je crée quelque chose à partir de là, d'abord pour avoir accès, c'est tout un challenge. Il faut que je me lève le matin et que j'appelle tous mes ancêtres qui m'aident à avoir les données. Mais quand j'ai les données, à qui appartient
les données publiques appartiennent à l'État ou ils appartiennent au public? S'ils appartiennent au public, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que j'y accède? Donc, il y a ce volet aussi qui est important. Parce que l'administration publique doit nous faire confiance et doit évaluer l'IA par rapport à ce qu'il apporte, pas par rapport à la vision qu'on veut que l'IA soit. Et de deux, notre matière première, on veut s'assurer que si on l'utilise maintenant pour produire quelque chose, on ne viendra pas nous la retirer plus tard. Donc, le droit de propriété doit être clairement établi. Et on veut aussi que l'administration aide le public à comprendre ce que c'est l'IA. Quand on dit ce que c'est l'IA, on ne veut pas que la conversation soit portée sur l'IA. Par exemple, si on construit un hôpital dans une zone rurale en Afrique, la clé de l'IA, c'est de faire en sorte qu'il y ait une inclusion, que ce soit inclusif, que tout le monde puisse accéder. On va utiliser l'IA pour faire en sorte que le temps d'attente soit réduit, pour faire en sorte que si vous allez, que vous avez besoin de voir un spécialiste, que le spécialiste n'est pas dans la zone, vous puissiez lui parler quand même, il puisse faire son diagnostic même à distance. Ce genre de conversation-là aide à pousser l'IA. Comme je le disais auparavant, mes meilleures ventes en IA n'ont jamais inclus le terme intelligence artificielle. C'était plutôt de la solution et de l'efficacité qu'on a prôné. Donc voilà un peu en matière d'adoption de l'IA, c'est s'assurer qu'on ne prenne pas l'IA comme la solution idéale à tous nos problèmes, mais une manière d'améliorer ce qu'on a. L'IA, pour moi, c'est comme l'électricité. On ne devrait même pas en parler. Quand je fais mon usine, je vais produire quelque chose. Je vais utiliser l'électricité pour ne pas que quelqu'un soit là à faire ça manuellement. L'électricité va me permettre d'automatiser les choses. L'IA permet d'aller plus vite, d'être plus efficace, mais l'IA n'est pas un produit en lui-même. C'est juste l'autoroute qui me permet d'arriver à ma destination. Merci. Je reçois un signal de Wassilac, c'est la fin de la table ronde. Merci. Alors, je vais résumer pendant que Gaëtan monte pour me dire que c'est officiellement la fin. Alors, les États ont besoin d'établir la vision. D'un point de vue académique, c'est important d'harmoniser ces données. On a des données qui ne sont peut-être pas en bon état, mais qui existent. Il y a beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Il est important que les règles du jeu soient claires. Parce que, afin que ces trois piliers, le public, le privé et le monde académique, collaborent efficacement, il faut que les règles soient claires, mais aussi que la vision ne soit pas limitée à un pays, que c'est plus par rapport à la région, voire du continent. Merci. Merci infiniment, Dr Yasmine Dassa, pour cette formidable table ronde.